5 hommes ont tendu une embuscade à un milliardaire dans un restaurant parisien, jusqu'à ce que la fille de la femme de chambre révèle une compétence cachée qui choqua tout le monde. Silence. Les téléphones sur la table maintenant. L'ordre claqua, comme du verre brisé, au milieu du bourdonnement feutré du restaurant Lauré, perché au sommet d'une tour de verre, dominant les toits scintillants de Paris. 5 hommes en combinaison de maintenance venaient de verrouiller les lourdes portes de la salle à manger, privée la plus exclusive de la capitale. Dans la banquette d'angle recouverte de velours profond, siégeait Étienne Harcourt, milliardaire et magnate de l'industrie de défense. « Savez-vous seulement qui je suis ?» lança-t-il avant qu'un revolver ne soit pressé contre sa tempe. La peur se répandit, comme une traînée de poudre dans la pièce, mais une adolescente ne broncha pas. Elle n'était ni une PDG, ni une élue, ni une célébrité. Elle était la fille de la gouvernante 15 ans, invisible, sans importance. Du moins, c'est ce que tous croyaient. Voici l'histoire de la manière dont Chloé Benoît transforma une embuscade contre un milliardaire en quelque chose de bien plus dangereux, et pourquoi ce n'était que le commencement. Avant de plonger dans le récit, dites-nous en commentaire d'où vous nous lisez. Ce soir, cela nous touche toujours de voir jusqu'où voyagent ces histoires. Et abonnez-vous pour ne pas manquer la vidéo spéciale de demain. Maintenant revenons au cœur de l'action. 5 hommes avaient piégé un milliardaire dans un restaurant, pensant réaliser un coup facile. Ils n'avaient pas compté sur la jeune fille silencieuse, assise dans un coin, la fille de la domestique. Son talent caché allait bouleverser le destin de tous. Le murmure discret du restaurant. Lauré était celui de l'argent, un chuchotement assuré, ponctué par le tintement des couverts d'argent massif sur la porcelaine fine, et par la voix basse d'un sommelier proposant un grand cru de Bordeaux, dont le prix dépassait celui d'une voiture d'occasion. Suspendu au sommet d'une tour du centre de Paris, le restaurant offrait par ses baies vitrées un panorama éblouissant des lumières de la ville, un royaume de verre et d'acier pour les rois et reines du pouvoir. Ce soir, le roi le plus en vue était Étienne Harcourt, qui occupait la meilleure table, un îlot d'influence, au milieu du luxe. Harcourt était un homme façonné par la réussite, son costume taillé à la perfection, ses cheveux argentés impeccablement coiffés, et sa montre suisse discrète témoignaient d'un raffinement extrême. En tant que PDG de Harcourt, défense un conglomérat tentaculaire de l'armement, il ne se contentait pas de faire bouger les marchés, il déplaçait des armées. Il était l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de France, et il portait son influence avec la désinvolture d'un manteau favori. En face de lui, un député nerveux acquiesçait à chacun de ses propos, riant un peu trop fort à des blagues qui n'avaient rien de drôle. Harcourt savourait cette différence, ce mélange de crainte silencieuse et de compréhension implicite. Son appui pouvait faire, ou défaire, une carrière politique. Son regard erra paresseusement dans la salle, évaluant et catégorisant. Il vit des gestionnaires de fonds, des patrons de start-up, des héritiers de vieilles fortunes, tous engagés dans la même danse rituelle de la richesse. C'était son monde, et il en était le maître. Un peu plus loin, près d'un poste de service poli jusqu'à briller, se tenait une femme invisible à ses yeux. Suzanne Benoît évoluait avec une efficacité discrète qui la faisait se fondre dans le décor. Elle portait l'uniforme noir simple et élégant du personnel, le visage impassible. Depuis 12 ans, Suzanne était la gouvernante en chef du vaste appartement parisien d'Harcourt. Ce soir-là, son employeur avait exigé qu'elle supervise cet événement privé dans son restaurant favori,
un ordre de dernière minute auquel elle ne pouvait se soustraire. Sa tâche était d'être un fantôme anticipant les besoins avant qu'ils ne surgissent, veillant à ce que la soirée de M. Harcourt soit parfaitement fluide. Sa fille, Chloé, était assise à une petite table excentrée, réservée au personnel en pause. 15 ans, une chevelure blonde, attachée en une queue de cheval, pratique un pull gris et un jean contraste saisissant avec les robes de haute couture et les costumes sur mesure qui emplissaient la salle. Sur la table, un manuel usé et un verre d'eau à moitié vide. Pour tout observateur, elle n'était qu'une adolescente, attendant que sa mère termine son service, la tête penchée, sur ses devoirs d'algèbre et d'histoire. Mais Chloé n'étudiait pas. Ses yeux étaient baissés, mais tous ses sens étaient en éveil. La voix de son grand-père résonnait en elle comme un écho doux et constant. L'observation est ton arme première et la meilleure petite. La plupart des gens regardent mais ne voient pas. Toi, tu dois voir. Alors Chloé voyait. Elle voyait la sueur perlante sur la lèvre supérieure du député, signe clair de son anxiété. Elle voyait la manière dont le directeur du restaurant, un certain Monsieur Dubois, gardait une distance respectueuse de la table d'Harcourt, sans jamais détourner vraiment le regard, son attitude trahissant un désir tendu de plaire. Elle compta les issues, l'entrée principale, monumentale, 2 portes de cuisine, un monte-charge au bout du couloir. Elle nota aussi les caméras de sécurité dissimulées dans les angles ornés du plafond. Elle voyait les déplacements réguliers des serveurs, le rythme précis de la cuisine, la hiérarchie subtile qui régissait tout l'établissement. Son regard se posa sur sa mère. Elle distingua les fines rides de fatigue autour des yeux de Suzanne, la raideur de son dos, après des heures debout, et ce sourire poli, étudié qui n'atteignait jamais ses yeux, ce masque qu'elle devait porter pour survivre dans un monde où on la payait pour rester invisible. Une vague d'amour et de colère traversa Chloé, sa mère méritait tellement plus que cette vie de servitude silencieuse au service d'hommes comme Étienne Harcourt. Harcourt fit un geste impatient, et Suzanne glissa aussitôt jusqu'à sa table. « Encore un peu d'eau, monsieur Harcourt » demanda-t-elle d'une voix douce et soumise. Il ne la regarda même pas. « Oui, et dites à Musa Dubois que l'air est étouffant. Je paye pour le confort, pas pour un sauna. » Il l'écarta d'un revers de main et se tourna de nouveau vers son invité. Tout de suite, monsieur, murmura Suzanne en se retirant. La mâchoire de Chloé se crispa. Elle détestait la manière dont il traitait sa mère comme un meuble capable de parler. Son grand-père l'avait mise en garde contre les hommes, comme Harcourt. L'arrogance est une faiblesse fatale. Une fois qu'un homme se croit intouchable, il est déjà perdu. Il ne surveille plus ses flancs. Cette pensée raviva son chagrin. Le général Michel Colbert, son grand-père, était mort 2 ans plus tôt, d'une prétendue crise cardiaque. Les médecins l'avaient affirmé, mais cela avait toujours semblé faux. Il avait été un pilier de force et d'intégrité servant la France pendant 40 ans. C'était lui qui lui avait appris à lire une carte et les étoiles à nouer 13 types de nœuds, à déceler le mensonge dans les yeux d'un homme. Il lui avait enseigné la stratégie à travers les échecs et l'autodéfense dans le jardin familial. Il appelait cela des compétences de vie. Sa mère disait qu'il lui remplissait la tête de bêtises. Mais pour Chloé, c'était un héritage. C'était tout ce qu'il lui restait de lui. Ses pensées furent brusquement interrompues par un vacarme soudain. Les lourdes portes de chêne du restaurant claquèrent avec un fracas final. Un verrou métallique massif se referma dans un bruit assourdissant. La conversation s'éteignit aussitôt. Les têtes se tournèrent. Un silence nerveux épais de confusion tomba sur la salle. Puis une voix dure et glaciale fendit l'air.
Personne ne bouge. Les téléphones sur la table. Maintenant. 5 hommes se tenaient à l'entrée. Ils portaient les bleus de travail d'une équipe municipale de maintenance, mais dans leurs mains, il n'y avait pas d'outils, seulement des armes, grandes noires terrifiantes. Le chef, un colosse, au cou épais. La cicatrice profonde, traversant son sourcil gauche, leva son arme vers le plafond. Ses yeux petits et durs comme des cailloux balayaient la salle pleine de millionnaires. Le bourdonnement élégant du loré venait d'être remplacé par le langage brutal de la violence. La panique fut immédiate, une vague de peur qui balaya la salle. Une femme hurla un cri bref, aussitôt étouffé. Le député en face d'Harcourt devint livide, prêt à s'évanouir. Ses convives, qui quelques instants plus tôt se croyaient maîtres de l'univers, n'étaient plus que des êtres effrayés. Leur richesse et leur pouvoir ne valaient plus rien. Étienne Harcourt, cependant, réagit par la colère et non par la peur. « Savez-vous qui je suis ?» gronda-t-il, se levant à moitié de son siège. Le chef des braqueurs planta sur lui ses yeux glacés. Un sourire cruel dénué d'humour tordit ses lèvres. « Oui, tu es notre mine d'or pour ce soir. Assieds-toi maintenant. » Un autre maigre et nerveux se précipita vers Harcourt et colla le canon de son arme contre la tempe du milliardaire. Harcourt se figea, le visage déformé par une rage choquée. Lentement, à contre-cœur, il se laissa retomber sur sa chaise. Les braqueurs agissaient avec une efficacité rodée. 2 restaient devant la porte, leurs fusils balayant la salle. 3 autres se dispersèrent. L'un brandit une corde de velours pour rassembler les clients terrifiés. Au centre de la pièce, tandis que le nerveux restait collé à Harcourt, et que le chef qu'on appelait Gus s'avançait vers le milieu. « Comme je l'ai dit », hurla Gus, sa voix, résonnant dans le silence terrorisé, téléphone sur la table, portefeuille, bijoux. Tout dans le sac. Il jeta un sac de toile sur une table proche. « Et toi ?» ajouta-t-il en pointant son doigt épais vers Harcourt. « Tu vas passer un petit coup de fil. Un virement bancaire 50 millions d'euros. Tu fais ça, et on rentre tous, tranquilles. » Suzanne Benoît s'était plaquée contre le mur près du poste de service, le corps tremblant. Ses yeux parcouraient la salle cherchant sa fille. Elle aperçut Chloé toujours assise à la petite table, apparemment figée. Une vague de terreur pure submergea Suzanne. Elle devait la rejoindre, la protéger. Mais Chloé n'était pas paralysée. Tandis que tout le monde était consumé par la peur, elle était envahie par une clarté glaciale, absolue. L'entraînement de son grand-père venait de prendre le dessus. Le temps semblait s'être ralenti. La panique, les cris, la peur, tout se fondait en un bruit de fond lointain. L'esprit de Chloé était devenu une machine froide et calme de calcul. 5 hostiles, pensa-t-elle en balayant la salle du regard. Le chef, appelons-le cicatrice. Le nerveux collé à Harcourt, 2 gardant la porte, disons porte gauche et porte droite. Et enfin le collecteur, qui passait de table en table. Elle analysa leur position, leurs armes, leur posture. C'étaient des amateurs arrogants. Ils tenaient leurs armes avec assurance, mais sans discipline. Leur formation était bâclée. Ils ne voyaient que l'argent à Harcourt et considéraient tout le reste comme insignifiant. Une erreur fatale. Ne sous-estime jamais ton adversaire. Petite murmurait la voix du général Colbert dans sa mémoire. Mais exploite toujours le moment où lui te sous-estime. Elle était la fille de la gouvernante, une gamine de 15 ans en pull bon marché. Elle était invisible, et dans cette pièce, l'invisible était l'arme la plus dangereuse. Et toi, la voix appartenait au collecteur. Il venait de la remarquer et s'avança pesamment vers sa table, le sac de sport en bandoulière.
Quoi, t'es sourde? Le téléphone tout de suite !» grogna-t-il en agitant son arme. Chloé leva lentement la tête. Son expression n'était pas celle de la peur, mais d'un léger agacement, comme si on l'avait interrompue en plein problème de maths compliqué. Elle croisa son regard. Dans ses yeux, pas de terreur, seulement une immobilité calme, dérangeante. « Je n'ai pas de téléphone », dit-elle d'une voix égale. L'homme ricana. « Chaque gamine a un portable. Ne me mens pas. Vide tes poches. » Chloé se leva lentement, ses gestes délibérés. « Je n'ai rien pour toi. » Sa mère Suzanne vit la confrontation et un cri étranglé lui échappa. « Chloé, non, fais ce qu'il dit. » Le collecteur tourna la tête vers Suzanne. « C'est ta fille, fais-la taire, ou je m'en charge. » Puis il se retourna vers Chloé, un rictus mauvais au visage. « Tu crois que t'es forte, tu crois que t'es spéciale. » Les yeux de Chloé vacillèrent, une fraction de seconde. Elle regarda par-delà le braqueur, un lourd plateau d'argent sur un chariot de service. Puis son regard se fixa sur le seau, à vin massif, aux pieds ornés, remplis de glace. Enfin, l'extincteur fixé au mur près des portes de la cuisine. Un plan net et précis prit forme dans son esprit. 3 opportunités, 3 étapes créer une diversion. Neutraliser la menace immédiate, sécuriser une sortie. Non, répondit-elle toujours de ce ton faussement calme. Je pense simplement que mon grand-père m'a mieux élevé que de laisser un homme armé maltraiter ma mère. La réplique était si inattendue, si incongrue, que le braqueur hésita. Ce fut l'ouverture. Chloé bougea, pas une ruée paniquée, mais un mouvement fluide, économe, une danse de physique et de levier que son grand-père lui avait fait répéter des années durant. Elle fit un pas de côté, saisit le pan de la lourde nappe du chariot de service et tira. Les objets posés dessus, plateau d'argent vert et bouteille de champagne, à moitié vide, s'écrasèrent au sol, dans un vacarme d'éclats de verre et de métal. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre dans la salle tendue. Toutes les têtes, y compris celles des 4 autres braqueurs, se tournèrent vers le fracas. Le collecteur, surpris, fit un pas en arrière. C'était tout ce dont Chloé avait besoin. Dans le même mouvement fluide, elle pivota. Sa main droite s'élança, non pour frapper, mais pour saisir la poignée du lourd seau à vin glacé. Elle ne tenta pas de le soulever, elle utilisa son poids comme point d'ancrage et fit tourner son corps autour. Sa jambe droite décrivit un arc bas et puissant. Sa basket usée frappa violemment l'arrière du genou du braqueur. L'articulation céda dans un craquement sec. L'homme poussa un grognement de douleur et de surprise, son équilibre brisé. Alors qu'il basculait en avant, Chloé bougeait déjà de nouveau. Elle utilisa son élan contre lui, baissant l'épaule pour s'interposer. Elle n'était pas grande, mais elle était rapide et savait exactement où appliquer la pression. Elle projeta son corps contre lui, le propulsant tête la première contre le mur, juste à côté des portes de la cuisine. Son crâne heurta le plâtre dans un bruit sourd. Son arme tomba sur le sol de marbre. Il s'affaissa gémissant hors de combat. Toute la séquence n'avait duré que 3 secondes. Un souffle collectif parcourut la salle. Le silence qui suivit fut chargé d'un choc profond. Les braqueurs fixaient la scène incapables de comprendre ce qui venait de se produire. La mâchoire d'Étienne Harcourt s'était décrochée. Suzanne regardait sa fille, comme une étrangère, le cœur battant, d'un mélange de terreur et d'incrédulité. Chloé ne perdit pas de temps à admirer son œuvre. Elle ramassa l'arme tombée, les mains parfaitement stables. Mais elle ne la pointa sur personne. Elle recula rapidement vers les portes de la cuisine,
les yeux balayant les 4 hommes restants, puis cria d'une voix aiguë et claire, qui trancha le silence stupéfait, « Maman à la cuisine, maintenant !» Son ordre rompit le sort. Le chef Guse fut le premier à se reprendre. La surprise fit place à une rage pure. « Attrapez-la !» rugit-il, tirez sur la gamine. Mais ces hommes hésitaient des convives calmes et posés d'un côté, et de l'autre, une fille de 15 ans, incapable d'abattre un homme, en quelques secondes, une variable qu'ils n'avaient pas prévue. Porte gauche et porte droite levèrent leurs armes, mais n'avaient pas de tir net. Chloé poussait déjà les battants de la cuisine, quand le nerveux toujours au-dessus d'Harcourt pivota son arme vers l'ouverture, sans pouvoir tirer, sans blesser d'autres personnes. La diversion avait parfaitement fonctionné. Tandis que l'attention des braqueurs se focalisait sur la cuisine, les clients commencèrent à réagir leurs instincts de survie, l'emportant enfin sur la peur. On se mettait à ramper sous les tables, à se précipiter. La confusion s'amplifiait. Étienne Harcourt saisit l'instant. Il dégagea sa chaise, en la projetant dans les jambes du nerveux qui tituba, en jurant, offrant à Harcourt la seconde précieuse pour se jeter à l'abri derrière la banquette, en velours. Dans la cuisine, le chaos contrôlé éclata, cris fracas de casseroles, sifflements aigus. Chloé n'avait pas fui, elle combattait. Gus, le visage violet de rage, prit une décision. « Oubliez la gamine, prenez le fric !» hurla-t-il à l'intention du nerveux. Terminez le virement. Lui et les 2 autres se dirigèrent vers le centre de la salle pour reprendre la main, mais il était trop tard. L'élément de surprise avait disparu, remplacé par une carte sauvage qu'ils n'avaient pas prévue. Au lieu d'un troupeau de moutons, ils avaient trouvé un loup déguisé en agneau, et il venait à peine de commencer. La cuisine labyrinthe d'inox et de panique organisée vit les chefs et les commis sortir de leur cache, les yeux écarquillés, quand Chloé déboula. Elle les ignora, son esprit était déjà à la suite du plan. Contrôle l'environnement, se répétait-elle, comme l'avait enseigné son grand-père. Le champ de bataille n'est jamais seulement le sol sous tes pieds, c'est tout ce qui t'entoure. Elle arracha l'extincteur lourd de son support mural, sentant familier le poids et la goupille sous son pouce. Son grand-père lui avait fait répéter des exercices avec un extincteur dans le jardin, jusqu'à ce qu'elle sache le manier les yeux fermés. Elle n'attendit pas que les braqueurs viennent à elle. Elle poussa assez un battant pour glisser la buse au-dessous et déclencha un épais nuage blanc de mousse bicarbonique qui jaillit dans la salle à manger, visant directement les 2 hommes qui tentaient de reprendre le contrôle. Les hommes crièrent, reculèrent en titubant sous la mousse froide et aveuglante. Ce n'était pas mortel, mais c'était désorientant. Leurs visages furent couverts, leurs yeux brûlèrent, et le marbre devint glissant et traître. L'un d'eux glissa ses pieds dérapants, et il tomba lourdement sur le dos. « Bouge !» hurla Chloé, à sa mère blottie maintenant avec le personnel. « Il y a une sortie de service à l'arrière. » Sort Suzanne, la face blanche, comme un drap, resta paralysée un instant. « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» gémit-elle. « Ce que grand-père m'a appris, » répondit Chloé, la voix étrangement serrée, mais concentrée maintenant. Vagus s'essuya la mousse des yeux, en rugissant de frustration, et fit feu à l'aveugle vers la cuisine. La balle arracha un morceau du cadre de la porte. « Je vais la battre, cette gamine. » L'éclat de bois projecta des éclats. Chloé s'abaissa la main sur l'extincteur qu'elle laissa tomber et balaya du regard son nouvel arsenal improvisé, casseroles, poêles, couteaux, marmites, bouillantes, et surtout des sacs lourds de farine. Le braqueur nerveux remit du coup d'Harcourt et décidé à se faire valoir, se précipita vers les portes de la cuisine, le pistolet levé,
s'attendant à une adolescente apeurée. Il trouva une stratège. Chloé s'était positionnée près d'un pétrin industriel lorsqu'il bondit dans l'encadrement. Elle donna un grand coup de pied dans un sac de farine de 25 kilos qu'elle avait traîné devant son passage. Le sac se déchira à l'impact et un nuage blanc énorme explosa dans l'air. Le braqueur avala une bouffée de poudre fine, se mit à tousser violemment, les yeux larmoyants, la vision entièrement obstruée. Il était aveugle. Il tira au hasard un coup dans le plafond, inoffensif, avant qu'il ne puisse se ressaisir. Chloé était sur lui. Elle utilisa une lourde poêle, comme levier, non pour frapper, mais pour désarmer. Elle passa la poêle derrière son bras, armé, et effectua une torsion appliquant une technique que son grand-père avait adaptée d'une manœuvre militaire de désarmement. Le poignet de l'homme se plia d'une façon anormale. Il hurla de douleur, ses doigts se crispèrent et lâchèrent l'arme qui tomba au sol. Chloé le poussa sous une table basse en acier. Elle acheva le mouvement par un coup net et précis, de son coude dans un point de pression sous ses côtes. L'air sortit de ses poumons et il s'effondra à genoux, haletant et suffoquant, 2 à terre, 3 restants. Dans la salle à manger, la situation se dégradait pour les braqueurs. La mousse avait semé le chaos, et les autres clients galvanisés par la confusion des assaillants n'étaient plus de simples victimes passives. Certains se précipitaient vers les portes principales, formant une barrière humaine. Monsieur Dubois, le directeur, avait réussi à ramper jusqu'au téléphone de service et murmurait frénétiquement aux policiers. Étienne Harcourt, regardant par-dessus sa banquette, observait la scène, le visage sidéré. Il avait vu des équipes de sécurité privées gérer des crises, mais jamais rien de comparable. Une enfant, la fille de sa gouvernante, démantelait méthodiquement une équipe d'hommes armés avec sa ruse et l'environnement. Gus vit son plan s'évaporer, l'argent avait disparu, et il ne restait plus que la colère. Il se tourna vers les 2 hommes, encore debout. « Oubliez l'argent, on ne partira pas les mains vides. » Ses yeux sauvages se posèrent sur Suzanne, toujours figée, au bord de la cuisine, déchirée entre la fuite et la protection de sa fille. Attraper la femme. Le geste naquit du désespoir, mais c'était précisément ce que Chloé n'avait pas totalement anticipé. L'un des braqueurs, celui qui avait glissé sur la mousse, se releva en titubant et se jeta sur Suzanne. « Non !» hurla Chloé, sa froideur rompant pour la première fois. Elle jaillit de la cuisine et regagna la salle. Elle était trop loin. Le type avait saisi Suzanne, la rabattant en arrière, et la tenant en bouclier humain, le canon plaqué contre la tempe de sa mère. « Ça suffit, gamine !» cria Gus, un rictus triomphant, étirant son visage. « Tu bouges, ou maman y passe, jette l'arme que t'as ramassée, envoie-la par ici. » Chloé se tenait au milieu de la salle, le pistolet lourd encore dans sa main, les yeux rivés sur sa mère. Elle voyait la terreur pure sur le visage de Suzanne, les larmes coulant sur ses joues. Pour la première fois de la nuit, une vraie peur la transperça. Il avait une otage un levier. Procédure standard des escalades obtempérées à tendre une ouverture. Mais ce n'était pas un exercice de manuel, c'était sa mère. L'émotion est une arme, lui rappelait la voix du grand-père en mémoire. On peut s'en servir, ou elle peut t'utiliser. Contrôle-la. Elle inspira lentement, refoula la peur et observa Gus, puis l'homme qui retenait Suzanne. Sa posture était bâclée. Son attention entièrement fixée sur elle et non sur sa prise. Sa mère n'était pas une victime passive. Suzanne était petite, mais solide. Chloé devait lui offrir une fenêtre. « D'accord, dit-elle, d'une voix légèrement tremblante, mais calculée laissant voir la fillette effrayée qu'on attendait d'elle. « D'accord, vous avez gagné. Ne la blessez pas. » Elle se baissa lentement
et posa l'arme sur le sol. « Donne un coup de pied », ordonna Gus. Elle la fit glisser sur le marbre poli. L'arme tourna et s'arrêta aux pieds du ravisseur. « Bonne fille », murmura Gus en se détendant un peu. Il croyait avoir remporté la partie. « On va sortir tranquille, doucement. » Il désigna du doigt l'homme qui tenait Suzanne. « Tu la gardes serrée. » Le regard de Chloé croisa celui de sa mère par-dessus l'épaule du braqueur. Pendant une fraction de seconde, leurs regards se lièrent. Dans cet infime instant, Chloé fit un petit signe presque imperceptible avec la tête. Puis elle baissa imperceptiblement les yeux vers le pied du ravisseur, un signal qu'elle n'avait jamais pratiqué, un langage que les braqueurs ne connaissaient pas. Mais une mère connaît son enfant. Suzanne vit le geste, et un peu de l'impassible calme de Chloé sembla lui revenir. Elle comprit, et alors que le ravisseur commençait à traîner Suzanne vers la porte d'entrée, Chloé fit un petit pas pivot. « S'il vous plaît, » gémit-elle, « lâchez-la, prenez-moi à la place. » C'était la distraction parfaite. Gus et l'autre braqueur se focalisèrent sur Chloé, savourant leur supposée supériorité. L'homme qui retenait Suzanne baissa légèrement sa garde pour regarder la jeune fille, un rictus aux lèvres. À cet instant, Suzanne agit. Elle leva le pied et asséna un coup de talon sec, durci par des années de travail, sur l'empeigne du ravisseur. Elle frappa avec toute la force de sa peur et de sa colère. L'homme poussa un cri aigu d'agonie, et son emprise se relâcha. Une seconde, l'ouverture était là. Chloé explosa en mouvement. Elle ne fonça pas sur l'homme qui tenait sa mère, mais sur le quatrième braqueur posté près de Gus. Elle se jeta en oblique non sur le torse, mais sur les jambes, visant juste sous les genoux. L'homme s'effondra comme un arbre abattu, la tête frappant le champ d'une lourde table en chêne. Il resta inanimé, hors de combat. Les premières sirènes commencèrent à hurler au loin timide, d'abord, puis gagnant en puissance seconde après seconde. Ce bruit brisa les nerfs des braqueurs, encore en place. L'homme que Suzanne avait frappé la repoussa, sans réfléchir, oubliant son rôle de geôlier, pour ne penser qu'à fuir. Gus le chef comprit que tout était fini. Il regarda le carnage, 3 hommes à terre, et réalisa que la police n'était plus qu'à quelques secondes. Il regarda Chloé qui se relevait déjà, les yeux brûlants d'un feu froid, qu'il n'avait vu que chez des vétérans aguerris. Il prit la seule décision qui lui restait. Il se rua vers la cuisine en espérant trouver la sortie de secours que Chloé avait mentionné. Il n'alla pas loin. En passant devant la table d'Étienne Harcourt, le milliardaire, qui jusque-là s'était tenu caché, tendit la jambe dans un geste maladroit et désespéré, mais suffisant. Gus trébucha et s'étala au sol avant qu'il ne puisse se relever. Chloé était déjà sur lui. Elle n'avait pas d'arme, elle n'en avait pas besoin. Elle se posta simplement au-dessus de lui, sa petite silhouette, projetant une longue ombre dans la lumière chaotique du restaurant. Les sirènes hurlaient maintenant, à plein volume. Des faisceaux rouges et bleus zébraient les grandes fenêtres peignant la scène de couleurs stroboscopiques. Les portes principales volèrent en éclats, et des policiers lourdement armés déferlèrent, criant des ordres. Le siège du Loré était terminé. Dans le silence ahuri qui suivit, alors que les agents menottaient les braqueurs gémissants et que les ambulanciers s'occupaient des blessés, tous les regards se tournèrent vers Chloé. Elle restait là, respirant fort, les 2 couettes blondes un peu décoiffées, regardant la salle à manger dévastée, les visages terrifiés de l'élite parisienne, les criminels à terre, et enfin sa mère. Suzanne se précipita vers elle, l'enlaça sanglotant d'un mélange de soulagement et d'incompréhension. « Chloé, comment as-tu fait ça ?» murmura-t-elle.
Chloé se blottit contre sa mère. L'adrénaline commençait enfin à retomber, laissant place à une fatigue profonde et osseuse. Le grand-père, souffla-t-elle, la voix étouffée contre l'épaule maternelle. Grand-père m'a appris. De l'autre côté de la salle, Étienne Harcourt fut aidé à se relever par un policier. Il essuya sa veste de luxe et affichait un mélange d'âme soulagée de colère et d'une curiosité profonde et inquiétante. Il fixait maintenant la fille de la gouvernante. Elle n'était plus invisible à ses yeux. Ce gamin qui venait de sauver sa vie et sa fortune éveillait en lui, pour la première fois, une pointe de peur. L'un des braqueurs encore conscients, emmené en menottes, cracha au sol près d'Harcourt. « T'as eu de la chance », grogna-t-il. « On n'était pas les seuls à t'avoir dans le collimateur ce soir. Juste les premiers. Nightingale passe le bonjour. » Le nom resta suspendu dans l'air Nightingale. Le sang d'Harcourt se figea. La couleur quitta son visage, et ses yeux se braquèrent vers Chloé avec une accusation sauvage. C'était impossible, personne ne connaissait ce nom. C'était un fantôme d'un passé qu'il avait enfoui sous des montagnes d'argent et de mensonges. Chloé soutint son regard. Son expression demeura impénétrable, ses yeux bleus, aussi calmes et profonds qu'un lac gelé. Mais Harcourt vit quelque chose, un frémissement de reconnaissance, la plus légère ombre dans ses profondeurs. Et à cet instant, il comprit. Le braquage n'était pas anodin. Ce n'était pas fini. Ce n'était que le commencement. Les heures qui suivirent furent un brouillard de gyrophares, de radios crépitantes et de voix d'autorité. Le Loré, jadis sanctuaire, de luxe feutré, était devenu une scène de crime. Les ambulanciers soignèrent des blessures légères. Les enquêteurs interrogèrent des clients, encore tremblants, et les techniciens de la police scientifique procédèrent au relevé. Au milieu de tout cela, Chloé resta enveloppée d'une couverture rugueuse, assise sur les marches d'une ambulance, une tasse de thé, tiède et sucrée, serrée entre les mains. L'adrénaline s'était évaporée, laissant une lassitude lourde au fond des os. Elle observait le chaos organisé avec le calme détaché d'une spectatrice et répondit aux questions d'un inspecteur, au visage bienveillant mais perspicace, l'inspecteur Miller. Ses réponses étaient simples, directes et soigneusement calibrées. « J'ai juste eu de la chance », dit-elle en gardant les yeux fixés sur ses baskets usées. « Celui qui m'a attrapé n'était pas attentif. J'ai tiré la nappe, il a glissé. » Et l'homme dans la cuisine demanda l'inspecteur Miller stylo au-dessus de son carnet. Le personnel de cuisine raconte. Vous l'avez mis au sol avec un sac de farine et une poêle. C'est un peu plus que de la chance. Non, Chloé haussa les épaules, serrant la couverture autour d'elle. Il ne voyait plus. Je l'ai poussé. Il est tombé. Miller l'observa longuement. Il était policier depuis 20 ans. Il savait reconnaître une histoire trop propre. Mais les faits... Etenda, la jeune fille, avait neutralisé 2 hommes armés et créé l'ouverture qui avait stoppé le braquage. « Ton grand-père t'a appris à te défendre », dit finalement Miller. « Il m'a appris à observer », corrigea Chloé doucement. « Il m'a appris à observer », corrigea doucement Chloé. Il disait que la plupart des ennuis peuvent être évités si on les voit venir. C'était vrai, mais pas toute la vérité. À quelques pas de là, sa mère Suzanne donnait aussi sa déposition, la voix encore tremblante. Ses yeux ne cessaient de se tourner vers Chloé, emplis d'un mélange déconcertant de fierté, de peur et d'une compréhension naissante troublante. L'enfant qu'elle avait élevé lui semblait soudain étrangère. La petite fille, studieuse, penchée sur ses devoirs et les dents au linge, avait disparu remplacée par une jeune femme aux réflexes de soldat et aux yeux d'aigle. La véritable tempête, pourtant, se concentrait autour d'Étienne Harcourt.
Il se tenait à l'écart des autres convives, encadré par 2 hommes en costume sombre, probablement sa sécurité privée. Il ne parlait pas à la police, mais à son téléphone, la voix basse et mordante. Quand l'inspecteur Miller tenta de l'approcher, Harcourt l'écarta d'un geste impérieux. « Ceci relève désormais de la sécurité d'entreprise », déclara-t-il la voix glaciale. « Mes équipes géreront l'enquête interne. Votre service peut s'occuper des ordures de la rue. » Il coupa la communication, et ses yeux durs comme du silex se posèrent sur Chloé. Il ne la regardait pas avec gratitude, mais avec une intensité palpable et troublante, le regard d'un homme qui vient de voir un fantôme. Le nom prononcé par le braqueur Nightingale n'avait pas été évoqué devant les policiers. C'était un secret suspendu dans l'air entre le milliardaire et la fille de la gouvernante, un poison partagé qui changeait tout. Finalement, le tumulte s'apaisa. Les clients furent autorisés à partir, se dispersant dans la nuit déjà prêts à transformer leur frayeur en récits spectaculaires. Les braqueurs conscients ou inconscients furent emmenés dans des fourgons. Le chauffeur d'Harcourt amena une berline noire lustrée au trottoir et l'un des gardes ouvrit la portière arrière. Suzanne appela Harcourt d'une voix sans appel. « Prends ta fille, nous partons. » Le trajet vers le Pentus fut un étouffant silence. La voiture glissait comme un fantôme dans la ville assoupie les lampadaires, dessinant des reflets muets sur les visages des 3 occupants. Suzanne, tassée contre sa portière, jetait des coups d'œil inquiets à Chloé. Harcourt, en face, main jointe sur son genou, fixait intensément la jeune fille. Chloé regardait simplement par la vitre, observant la ville défaler. Elle sentait son regard sur elle, cherchant à la disséquer, à résoudre l'énigme qu'elle représentait. Elle savait ce qu'il pensait. « Qui es-tu? Comment connais-tu ce nom? Je ne sais pas. » Songea-t-elle. « Mais je vais le découvrir. » Quand ils arrivèrent au sommet de la ville, dans le vaste palais de verre et de marbre qui servait de résidence à Harcourt, le lieu familier sembla soudain étranger, saturé de questions muettes. D'un signe, il renvoya sa sécurité. « Suzanne, dit-il en se tournant vers elle, va te reposer. Nous parlerons demain. » C'était un ordre, pas une suggestion. Suzanne hésita, cherchant le regard de sa fille. « Ça va, maman ?» dit doucement Chloé, avec un sourire léger qui ne parvenait pas à ses yeux. « Je suis juste fatiguée. » À contre-cœur, Suzanne gagna les petits quartiers du personnel, dissimulés dans l'aile de service du gigantesque appartement. La lourde porte claqua, laissant Chloé seule avec le milliardaire. Harcourt s'approcha des larges baies vitrées qui dominaient les lumières scintillantes de Paris. Longtemps, il resta silencieux, le dos tourné. Enfin, il parla d'une voix basse, tendue. « Ton grand-père, le général Michel Colbert, un grand homme, un patriote. »« Oui, monsieur, » répondit Chloé. Il se retourna. Le masque courtois du PDG tout-puissant avait disparu. À sa place, une peur nue et brute. « Il ne t'a jamais parlé d'un projet que nous avions mené ensemble, il y a des années, nom de code Nightingale. » Chloé garda le visage neutre, le cœur battant, un rythme lent et maîtrisé. « Non, monsieur. » Il parlait peu de son travail. Il disait que c'était classifié. Les yeux d'Harcourt se plissèrent, cherchant la moindre étincelle de mensonge. « L'homme au restaurant t'a dit que Nightingale te saluait. Qu'est-ce que ça signifiait pour toi? » « Que c'était une façon de vous effrayer, » répondit Chloé simplement. Et ça a marché. La brutalité de la réponse sembla lui couper le souffle. Il fixait cette petite silhouette en pull bon marché qui s'exprimait avec l'assurance troublante d'une égale. « Ton grand-père, sa mort, » continua Harcourt, les mots lui brûlant la bouche.
Une crise cardiaque, ont-ils dit. Il était en parfaite santé. Un frisson glacé, une suspicion qu'elle avait enterrée depuis 2 ans, remonta en Chloé. « Que voulez-vous dire » demanda-t-elle d'une voix serrée. « Je veux dire, » souffla Harcourt, en se penchant presque inaudible, que je ne crois pas aux coïncidences, et que je ne crois plus que la mort de ton grand-père ait été naturelle, plus maintenant. Les mots frappèrent Chloé comme un coup physique. La pièce sembla vaciller. Son grand-père, son héros, l'homme le plus fort qu'elle ait jamais connu, assassiné. L'idée était monstrueuse, impensable. Pourtant, dès que Harcourt l'énonça, une part obscure d'elle sut que c'était vrai. Cela expliquait ce malaise persistant, l'impression qu'une pièce manquait toujours au puzzle. « Pourquoi » demanda-t-elle d'une voix serrée. « Qui aurait voulu le tuer ? Quelqu'un qui voulait que Nightingale reste enterré, » répondit Harcourt, le regard lointain, perdu dans une mémoire sombre. C'était une opération officieuse hors registre. Nous étions chargés de neutraliser des menaces pour la sécurité nationale étrangère comme intérieure. Le général en était le stratège. Moi, je fournissais le financement et la technologie par mon entreprise. Il se mit à arpenter la pièce, l'agitation croissant. Nous avons fait des choses nécessaires, mais qui ne pouvaient jamais voir la lumière du jour. Nous nous sommes fait des ennemis puissants. Quand la commission de contrôle a eu vent du programme, on nous a ordonné de tout arrêter, d'effacer chaque trace. Nous avons enterré Nightingale, Chloé. Du moins, nous le pensions. Il s'arrêta et la fixa, le visage grave. Quelqu'un sait. Ils savent ce que nous avons fait et ils viennent pour moi. Ce braquage, ce soir, ce n'était pas pour l'argent. C'était un message, une déclaration de guerre. Et ils ont utilisé ce nom pour me dire qu'ils savent tout. Chloé sentit le sol se dérober sous ses pieds. Toute sa vie, les histoires que lui avait racontées son grand-père, les jeux qu'il lui avait appris se redessinaient dans une lumière nouvelle et terrifiante. Ce n'était pas qu'un soldat retraité. C'était un maître espion. Et les compétences qu'il lui avait transmises n'étaient pas destinées à l'autodéfense, mais à la survie, dans un monde d'ombre dont elle ignorait l'existence. « Pourquoi me dites-vous tout ça ?» demanda-t-elle, retrouvant un peu de force dans sa voix. Harcourt eut un rire bref, amer. « Parce que ton grand-père était l'homme le plus brillant, le plus dangereux que j'ai jamais connu. Et ce soir, j'ai vu son fantôme. Je l'ai vu en toi. » Il marcha vers un bureau minimaliste, effleura un bouton caché. Un panneau mural glissa, révélant une console de sécurité Tech. Il tapa un long code, puis posa son pouce sur un scanner biométrique. Dans un souffle discret, un autre panneau s'ouvrit, dévoilant un coffre-fort. Il en sortit un ordinateur portable noir et fin, sans logo ni marque. C'était à lui, dit Harcourt, en le posant sur le bureau. Il me l'a confié une semaine avant sa mort. Il m'a dit que si jamais il lui arrivait quelque chose, je devais te le donner à toi, et à toi seul, quand tu serais prête. Il a dit, elle saura quoi en faire. Le regard d'Harcourt était désormais un mélange de peur et d'espoir, calculateur. Je ne comprenais pas alors. Je crois que je commence à comprendre. Il ne t'enseignait pas que des jeux, n'est-ce pas? Il t'entraînait, il te préparait à ça. Chloé s'approcha lentement du bureau. Elle contempla l'ordinateur, puis leva les yeux vers le milliardaire. Pendant des années, il n'avait été qu'une silhouette distante et arrogante dans sa vie. L'employeur de sa mère, un homme qu'il fallait éviter et ménager. Désormais, c'était un homme dont la vie dépendait d'elle. Le rapport de force s'était inversé. « Il m'a appris à finir ce que je commence », dit-elle, en posant la main sur le métal froid de l'appareil. Une nouvelle résolution glaciale s'empara d'elle. Le deuil de son grand-père était encore là, une plaie béante, mais il se mêlait désormais à une colère ardente et implacable.
Quelqu'un le lui avait pris. Quelqu'un l'avait assassiné pour protéger un secret. Et elle allait découvrir qui. Les premières lueurs de l'aube coloraient le ciel de gris et de rose, quand Chloé ouvrit enfin l'ordinateur. Elle le fit dans le calme de sa petite chambre, un espace qui lui semblait soudain une cage. Sa mère dormait épuisée par le traumatisme de la nuit. Le portable s'alluma, dans un léger bourdonnement, affichant une seule image, un échiquier en milieu de partie. En dessous, un curseur clignotant attendait un mot de passe. Ce n'était pas une question, c'était un test. Chloé examina la position. C'était une partie célèbre que son grand-père lui avait fait étudier des semaines entières, Fischer-Spassky, 1972. Le tournant de la guerre froide sur un échiquier. Mais la position était légèrement modifiée, un pion était déplacé. Les détails. Chloé. La vérité est toujours dans les détails, que personne ne regarde. Elle se souvint du coup, le brillant sacrifice de pion inhabituel de Fischer. Elle le tapa dans le champ du mot de passe, en notation algébrique standard, BXH2+. L'écran devint noir une seconde, puis afficha un simple système textuel. Pas d'icône, pas de graphisme, juste une liste de fichiers cryptés aux noms énigmatiques, Socrate, Platon, Aristote, et un qui lui coupa le souffle, Nightingale. Elle cliqua dessus. Un nouvel écran de mots de passe apparut. Celui-ci était différent, une question. Quel est le prix du silence? Chloé n'eut pas besoin de réfléchir. C'était une phrase tirée de l'un des livres favoris de son grand-père, un exemplaire usé des pensées de Marc Aurèle. Il avait souligné ce passage et l'avait obligée à le mémoriser. Elle tapa la réponse « tout ». Le fichier se décrypta. Ce n'était pas un dossier ni un rapport, mais une toile, un diagramme complexe de noms de dates et de lieux, tous reliés par des lignes d'influence. Et d'argent? Au centre, Étienne Harcourt et Harcourt Dynamics. À partir de lui se déployaient des branches vers comptes offshore, sociétés écrans, réunions clandestines. Et au bout de plusieurs de ces ramifications, revenait toujours le même nom, le sénateur Jacques Prévost, le même politicien nerveux qui se trouvait à la table d'Harcourt la veille. Mais c'était l'autre côté du schéma qui glaça le sang de Chloé. Un autre nœud central, marqué Nightingale, n'était pas relié à des entreprises, mais à une série de dates. Chaque date correspondait à un accident ou une disparition non résolue de ces 15 dernières années. Un journaliste enquêtant sur les contrats militaires, mort dans un accident de voiture. Un lanceur d'alerte d'une firme rivale volatilisé lors d'une randonnée. Un diplomate étranger frappé d'un anévrisme fatal soudain. Et la dernière date, il y a 2 ans, rattachée à un seul nom général, Michel Colbert. Cause du décès, crise cardiaque. Chloé resta figée devant l'écran. La vérité nue s'étalait en lignes numériques glacées. Nightingale n'était pas seulement un programme, c'était une escouade d'assassinats. Son grand-père et Harcourt n'avaient pas seulement neutralisé des menaces, ils avaient tué. Une vague de nausée la submergea. Son grand-père, l'homme qui lui avait enseigné l'honneur et l'intégrité. Un tueur. C'était insensé, impossible. Elle fouilla plus loin, ouvrit d'autres fichiers. Socrate contenait des journaux audio, la voix calme et mesurée de son grand-père, dictant ses notes. Elle écouta, les mains tremblantes. 14 septembre, disait la voix familière, un enregistrement daté de seulement 3 jours avant sa mort. Harcourt devient imprudent. Les cibles ne sont plus des menaces. Ce sont des rivaux commerciaux, des obstacles politiques. Il dévoie la mission de Nightingale, l'utilise pour bâtir son empire personnel. Prévost est dans sa poche. Il lui fournit des renseignements classifiés, en échange de faveurs politiques et de contrats de défense. Ce n'était pas la mission, c'est de la corruption.
C'est du meurtre pour le profit. Je dois l'arrêter. J'ai rendez-vous avec un ancien contact du parquet général. J'ai préparé un dossier, un interrupteur de sécurité. Si Harcourt l'apprend, il verra cela comme une trahison. Il n'hésitera pas à ajouter mon nom à la liste. » L'enregistrement s'interrompit. Chloé resta muette, les pièces du puzzle, s'emboîtant avec une clarté terrifiante. Son grand-père n'était pas un meurtrier. Il avait tenté d'en stopper un. Il avait découvert qu'Harcourt utilisait leur unité secrète pour éliminer des ennemis personnels et consolider son pouvoir. Il avait prévu de le dénoncer. Et Harcourt l'avait fait tuer pour ça. Le braquage n'était pas un message adressé à Harcourt par un vieil ennemi, mais par un nouveau. Ceux qui avaient envoyé ces hommes ne vous demandaient pas son argent, mais les preuves que le général avait rassemblées contre lui. Ils pensaient qu'Harcourt les possédait. Mais non, c'était Chloé qui les détenait. L'ordinateur noir devant elle n'était pas un simple appareil. C'était le testament de son grand-père, une arme, un interrupteur mortel, et il l'avait confié à la seule personne qu'il savait capable de s'en servir. Une fureur glacée plus intense que tout ce qu'elle avait jamais ressenti s'installa dans le cœur de Chloé. Elle brûla le deuil et la confusion ne laissant qu'un objectif unique, tranchant comme une lame. Harcourt croyait avoir trouvé une nouvelle alliée. Il croyait avoir réveillé un fantôme pour le protéger de son passé. Il se trompait. Il venait d'armer la seule personne qui avait les moyens, le mobile, et les compétences pour réduire son empire en cendres. Il croyait voir dans cette fille le fantôme du général. Il se trompait. Elle était son jugement. Le ronronnement du système d'air conditionné du penthouse était le seul bruit dans l'aube naissante. Un son stérile, sans âme, le souffle d'une cage dorée. Chloé, assise sur le bord de son lit, étroit, fixait l'écran dont la lumière bleutée glaçait ses traits. La vérité sur la vie et la mort de son grand-père pesaient sur elle, comme un poids physique lui coupant le souffle. Il n'était pas un assassin. Il était un homme qui avait pactisé avec le diable croyant pouvoir maîtriser les flammes pour le bien commun. Mais le diable Étienne Harcourt avait retourné le feu contre lui. La rage qui s'était figée dans son cœur se mua en quelque chose de plus dur, de plus dense, et infiniment plus dangereux, un but. Le chagrin était un brouillard. Le but était une boussole. Son chemin n'était plus de pleurer ce qu'elle avait perdu, mais de le venger. Elle ne pouvait pas affronter Harcourt. Pas encore. C'était un roi dans son château, entouré de murailles d'argent et d'influence. Une accusation directe serait sa dernière erreur. Il la réduirait au silence, comme il avait réduit son grand-père. « Ne combats jamais ton ennemi sur son terrain », résonnait la voix du général dans sa mémoire, une leçon tirée d'une partie d'échecs ancienne. « Change le champ de bataille, oblige-le à venir à toi. » L'ordinateur était le nouveau champ de bataille. Son grand-père lui avait laissé un arsenal d'informations. Elle passa les 2 heures suivantes à les dévorer, absorbant le réseau complexe de sociétés écrans, de trafic d'armes illégaux et de pots de vin politiques. Le sénateur Prévost était la clé. Il siégeait à la commission parlementaire de la défense, celle-là même qui approuvait les contrats colossaux d'Harcourt Dynamics. Les journaux de son grand-père détaillaient des dizaines de paiements secrets vers les comptes offshore du sénateur. Le tableau était simple et sordide. Harcourt avait acheté le politicien, et le politicien l'avait enrichi. Sa stratégie prit forme une opération en 3 phases, exactement comme le général le lui avait enseigné. Phase 1, la reconnaissance. Observer l'ennemi, comprendre ses habitudes et ses failles, sous le parfait camouflage de la fille de gouvernante, traumatisée,
et silencieuse. Il la garderait près de lui comme un trophée, sans jamais voir l'éclaireur dans sa propre salle du trône. Phase 2. La perturbation. De petites frappes chirurgicales, fuites anonymes, rumeurs, glissées aux bonnes oreilles, pour saper ses fondations, en commençant par la carrière fragile du sénateur Prévost. Phase 3. Échec et mat. Quand ses bases seraient affaiblies et ses alliés disparus, elle frapperait avec tout le poids des preuves de son grand-père pour porter le coup final. Elle referma l'ordinateur alors que le soleil pénétrait par sa fenêtre et le cacha derrière un panneau disjoint de son placard. Elle se doucha, s'habilla, effaça toute trace de la révélation nocturne de son visage. Dans le miroir, ce n'était plus une adolescente qui la fixait, mais une soldate. Elle trouva Harcourt dans sa salle à manger privée. Il leva les yeux à son entrée, affichant une expression de sollicitude étudiée. « Chloé, dit-il d'une voix chaleureuse et paternelle. Comment te sens-tu ? Fatiguée, répondit-elle doucement. Je n'ai pas beaucoup dormi. C'est compréhensible, dit-il en lui désignant une chaise. Après ce que tu as fait, tu fais désormais partie de la famille, Chloé. Nous devons parler de ton avenir. Une fille avec ton talent ne devrait pas le gaspiller. J'ai des contacts, les meilleures écoles privées. Nous pourrons affiner tes compétences. Ton grand-père aurait voulu ça. C'était un discours de recrutement. Il la voyait comme une arme, l'héritage du général, qu'il pourrait façonner pour ses propres desseins. L'ironie avait un goût amer dans sa bouche. « Je ne sais pas, » dit-elle en baissant les yeux. « C'est trop. »« Bien sûr, » répondit-il avec douceur. « Mais sache que l'offre existe. Nous formons une équipe désormais, toi et moi. Nous partageons un intérêt commun, découvrir qui se cache derrière cette menace Nightingale, la désinvolture avec laquelle il mentait, utilisant le meurtre de son grand-père pour l'attacher à lui, glaça Chloé. Il pense que je suis un pion, songea Athéel. Il va découvrir que je suis la reine. Au cours de la semaine suivante, Chloé joua son rôle à la perfection. Silencieuse, effacée, observatrice. Harcourt, persuadé de l'avoir sous son emprise, baissa sa garde. Il prit des appels devant elle, laissa traîner des documents sensibles sur son bureau, parlait librement à son chef de sécurité Thompson. Chloé absorbait tout, mémorisait les rythmes de sa vie, ses mots de passe secondaires, ses points faibles. Sa cible restait le sénateur Prévost. D'après les appels d'Harcourt, Prévost commençait à s'inquiéter. Il était le maillon faible, utilisant un téléphone jetable et en passant par une série de réseaux Wi-Fi publics comme son grand-père le lui avait appris. Elle rédigea un courriel anonyme à Kenneth Morrison, un journaliste d'investigation lauréat du prix Pulitzer, que les fichiers de son grand-père décrivaient comme un homme intègre. Le message était court, l'objet limpide, un tuyau pour le chien de garde. Sénateur Jacques Prévost, renseignez-vous sur ses voyages aux îles Caïmans. Ariane Holdings, il siège à la commission de la défense. Demandez-vous pourquoi un serviteur de l'État a besoin d'une banque offshore secrète. Ceci n'est que le premier fil tiré dessus. Elle l'envoya depuis une adresse intraçable, puis réinitialisa le téléphone en mode usine et le jeta dans une bouche d'égout. La mèche était allumée. La réaction vint 3 jours plus tard, un petit article enfoui dans les pages intérieures du grand quotidien national, signé Morrison. Il ne mentionnait pas Harcourt, mais soulevait simplement des questions sur les irrégularités financières du sénateur Prévost. Cette soirée-là, Harcourt était une tempête de fureur. Chloé l'observa depuis l'ombre, tandis qu'il faisait les 100 pas dans son bureau, hurlant au téléphone contre le sénateur, espèce d'idiot. « Je t'ai dit de faire attention,
Tu règles ça, Jacques. Tu fais disparaître ça, ou je te fais enterrer. » Il claqua le combiné et fit venir son chef de la sécurité. « Thompson, » dit-il d'une voix basse et menaçante, « découvre qui parle à la presse. Je veux un nom. » La phase 2 avait commencé. L'ennemi était blessé. Chloé éprouva une satisfaction sombre à l'idée d'avoir éveillé la colère des frelons. L'équipe de Thompson fouilla le penthouse à la recherche de micros et passa le personnel, y compris sa mère, au crible. Chloé se prêta à l'examen avec une tranquille complaisance. On ne trouva rien, mais la pression sur le sénateur Prévost monta au fur et à mesure que Morrison publiait une série d'enquêtes de plus en plus visibles. Il avait retrouvé la piste de l'argent. Un soir, Harcourt reçut un appel qui le fit pâlir. Il écouta, puis ordonna « Reste où tu es, ne parle à personne, j'arrive. » Il se tourna vers Thompson. « Le sénateur va craquer. Il menace d'aller voir le parquet. On ne peut pas le laisser faire. Prépare la voiture. » Il sortit du bureau entièrement concentré sur colmater la fuite. C'était son occasion. Avec Harcourt et son chef de la sécurité absent, le penthouse était moins gardé. Chloé alla dans sa chambre récupérer l'ordinateur. Elle n'avait pas seulement des miettes sur Prévost, elle avait tout manifeste de vols courriels chiffrés et fichiers audio d'Harcourt, donnant des instructions directes au sénateur. Elle compila les preuves les plus accablantes en un seul dossier et prépara un autre courriel anonyme. Cette fois, les destinataires n'étaient pas seulement Morrison, mais aussi les présidents de la commission d'éthique parlementaire et le procureur de la République lui-même. Objet, Nightingale chante. Pièce jointe, preuve irréfutable de corruption et de conspiration commise par le sénateur Jacques Prévost et Étienne Harcourt, documents authentifiés, courriels et enregistrements audio. Le sénateur Prévost est un assez payé par une société corrompue. Faites votre devoir, écrivit-elle. La flèche fut décochée, visa le cœur d'un empire. Elle effaça l'ordinateur, le rendit à sa cachette et retourna à ses devoirs, le cœur battant comme un tambour de l'attente. Elle savait qu'Harcourt retracerait l'attaque jusqu'à son propre penthouse. Il comprendrait qu'il s'agissait d'un coup interne. Un jour, il finirait par la regarder, la fille tranquille et en deuil, assise dans le coin. Qu'il vienne, son grand-père lui avait appris que parfois, il faut sacrifier un pion pour piéger un roi. Harcourt croyait qu'elle était son pion. Il allait découvrir qu'elle était la joueuse de l'autre côté de l'échiquier. Le monde numérique va à la vitesse de la lumière, et l'email de Chloé fut un éclair. Le lendemain matin, l'affaire devint un incendie médiatique. En une de toutes les chaînes et sites, le sénateur Prévost, impliqué dans un scandale de corruption. Harcourt Dynamics, au centre de l'enquête. Les preuves irréfutables qu'elle avait fournies, et notamment les extraits audio d'Harcourt donnant des ordres au sénateur, attisèrent la tempête. Acculé par la preuve publique, le parquet annonça l'ouverture d'une enquête formelle. La carrière du sénateur Prévost s'effondra en quelques heures. Destitué de ses postes abandonnés par son parti, il démissionna avant la tombée du soir. Dans le calme du penthouse, Chloé vit le premier pilier de l'empire d'Harcourt s'effondrer en poussière. Les actions de sa société plongèrent. Les alliés qui l'avaient entouré se dépêchèrent de le dénoncer. Harcourt revint enfin tard la nuit suivante. Il entra dans le salon où Chloé assise et Lisan l'attendait délibérément. Il avait l'air d'un homme vidé par le désastre, le visage creusé par la colère. Ses yeux brûlants de paranoïa balayèrent la pièce et se posèrent sur elle, la fille silencieuse, le fantôme du général. Il congédia Thompson d'un geste de la main. Le silence qui suivit fut lourd d'accusations. « C'est toi,
souffla Harcourt, la voix rauque. La fuite. Elle vient de l'intérieur. C'est toi. Chloé ferma lentement son livre et soutint son regard, les yeux calmes et nets. Le temps du masque était terminé. Oui, répondit-elle simplement. L'affirmation frappa Harcourt plus fort qu'un démenti. Il resta là luttant pour concilier l'image de la fillette timide et l'architecte de sa ruine. Comment? Crois-tu à l'ordinateur de mon grand-père, balbutia-t-il. Celui que vous m'avez donné, dit-elle d'une voix égale. Le visage d'Harcourt devint livide. Impossible, les fichiers étaient verrouillés. Le chiffrement de Michel était de niveau militaire. Il m'a donné les clés, répondit Chloé. Il y a longtemps, disait-il, que tout cela n'était que des jeux, des coups d'échecs, des lignes de vieux livres. Il m'entraînait non pas pour vous aider, mais pour vous arrêter. La vérité éclata enfin aux yeux d'Harcourt. Il n'avait pas été trahi par un nouvel ennemi, mais déjoué par un ancien revenu d'outre-tombe. Il allait exposer, poursuivit Chloé, sa voix prenant une dureté glaciale tandis qu'elle se levait. Il savait que tu utilisais Nightingale pour éliminer tes rivaux. Il comptait te dénoncer. Alors tu l'as tué. Non, balbutia Harcourt, en reculant d'un pas. C'était une menace. Il voulait révéler un programme qui protégeait ce pays. C'était une menace pour ton compte en banque, répliqua Chloé, la colère perçant enfin. C'était mon grand-père, et tu me l'as arraché. Pris de panique, Harcourt se jeta sur le téléphone. Thompson entre ici. Il n'eut pas le temps de finir. La porte d'entrée vola en éclats, laissant apparaître non pas Thompson, mais l'inspecteur Miller accompagné d'une équipe d'agents fédéraux, armes dégainées. Étienne Harcourt tonna malheur. Vous êtes en état d'arrestation pour conspiration, fraude et soupçon de meurtre. Harcourt se figea. Il regarda les agents, puis Chloé. Son visage devint un masque de défaite totale. Il comprit tout. Elle n'avait pas seulement livré des données financières. Elle avait envoyé tout le dossier Nightingale, les preuves le liant au meurtre de son grand-père. Alors qu'on lui passait les menottes, ses yeux croisèrent, une dernière fois, ceux de Chloé. Il n'y vit aucun triomphe, seulement le visage calme et sévère de la justice. 6 mois plus tard, Chloé et sa mère se tenaient devant la pelouse d'une petite maison paisible qu'elle possédait désormais achetée grâce à la prime du ministère de la Justice. Étienne Harcourt purgeait une peine de prison à vie sans possibilité de libération. Son empire n'était plus que ruine. Suzanne entoura sa fille d'un bras, les yeux emplis d'une fierté silencieuse. « Tu es heureuse, ma chérie ?» demanda-t-elle. Chloé contempla leur nouveau foyer, un monde loin de la cage dorée du penthouse. C'était sûr, c'était normal. Mais elle savait que l'héritage de son grand-père faisait désormais partie d'elle, à la fois un cadeau et un fardeau. « J'y arrive, maman ?» dit-elle avec un mince sourire sincère. La leçon était limpide. Harcourt croyait que le pouvoir venait de la richesse et du secret. Mais son empire construit sur des mensonges avait été démantelé par une fille de 15 ans, armée de la vérité. La vraie force n'était pas la capacité d'éliminer les menaces, mais le courage de défendre ce qui est juste. La fille de la gouvernante, autrefois invisible, avait assuré que l'héritage honorable de son grand-père ne s'éteindrait jamais. Et c'est ainsi que nous conclurons l'histoire pour l'instant. Chaque fois que je partage l'une d'elles, j'espère vous offrir un moment d'évasion loin du quotidien. J'aimerais savoir ce que vous faisiez en l'écoutant. Peut-être vous détendiez-vous après le travail, peut-être sur la route tard le soir, ou simplement en train de relâcher la pression. Laissez un mot dans les commentaires. Je les lis vraiment tous. Et si vous voulez être sûr que nous nous retrouvions, un like et un abonnement font une énorme différence. Nous cherchons toujours à améliorer nos récits, alors n'hésitez pas à donner vos impressions ci-dessous.
Merci d'avoir partagé ce temps avec nous.